bienvenue dans ce nouvel épisode de Alvo Talk, un épisode expert aujourd'hui. Et expert, on reçoit donc Franck Lomond d'Affinity. Salut Franck. Salut Thomas. Je suis ravi de te recevoir sur Alvo Talk. Aujourd'hui, on va parler audit, due diligence financière sur des opérations d'acquisition, de cession, de PME et aussi peut-être de start-up. On fera un créneau aussi là-dessus. Et j'ai choisi de t'inviter parce qu'on a déjà eu, dans le cadre de nos activités respectives, des échanges assez enrichissants. Et je trouvais intéressant que tu puisses du coup le partager avec la communauté Alvo et les auditeurs d'Alvo Talk. Et Franck, ce que je propose, c'est que tu commences peut-être par te présenter et que tu nous dises en quoi t'es crédible pour parler de ce sujet-là. Ouais, merci beaucoup Thomas. Merci de m'avoir invité déjà. Donc Franck Lomond, j'ai 44 ans, je suis marié, j'ai 2 enfants, 2 petites filles. Je vis à Vannes depuis 1 an maintenant, donc je fais pas mal d'allers-retours sur Paris pour voir mes équipes et mes clients. J'ai fait pendant une dizaine d'années mes classes, donc je suis diplômé d'expertise comptable, commissaire aux comptes. J'ai fait mes classes pendant une dizaine d'années dans des petits, des gros, des très gros cabinets, d'abord en audit légal, puis après en expertise comptable. J'ai commencé comme aide comptable. Puis j'ai, on va dire, gravi les échelons. Et ensuite, j'ai rejoint le cabinet qui auditait le groupe. Et puis des cabinets en Alsace puisque je suis originaire d'Alsace, ensuite sur Paris, et puis ensuite j'avais fait un peu le tour dans un petit cabinet parisien. Je me suis mis à mon compte et j'ai rencontré les patrons du cabinet Exelmans, que tu connais peut-être de nom. Oui, tout à fait. Voilà, et donc j'étais le premier salarié TS et directeur de TS ensuite du cabinet Exelmans il y a déjà quelques années. Et puis, je suis resté là-bas 5 ans. On a dû faire à peu près 300 audits d'acquisition sur des boîtes au début qui devaient faire 2-3 millions d'euros de chiffre d'affaires. On était super contents. Et puis, à la fin, ça montait jusqu'à des 100, 150. Ah oui, aujourd'hui, Exelmans, c'est un acteur important. Oui, ils ont encore grandi. Pour les fonds de private equity. Oui, c'est un très bel acteur. Les 2 dirigeants sont vraiment très bons, très agréables, une belle vision, avec des approches un peu différentes. Et puis bon, moi, je suis né, on va dire, un peu de la fusion de leurs compétences avec un dirigeant qui a une sorte de rouleau compresseur qui descend, qui cadre tout, moins analytique, et un autre qui est l'inverse, avec une approche analytique très fine, un peu moins bulldozer sur la partie formalisme, etc. On pouvait passer parfois 3-4 jours à tourner autour du dossier sans avoir écrit un premier mot du rapport, alors qu'avec l'autre associé, on avait déjà fait un quart du rapport, quoi. Et donc, je suis né un peu de cette... en tout cas, sur la partie TS, je suis né de la fusion de leurs 2 compétences. Je suis parti au bout de 5 ans pour rejoindre un groupe que j'avais audité dans le cadre d'une levée de fonds pour BNP Private Equity à l'époque, pour être DAF. Donc à Nice, donc je suis parti 1 an à Nice. Après on est remonté parce que on a embauché à l'époque un DG avec un actuaire qui était sur Paris, et bon voilà, on préférait avec mon épouse retourner sur Paris. Donc je suis resté 3 ans là-bas. J'ai créé tout le service financier en partant de zéro. On était une dizaine. Au bout de 3 ans, quand je suis parti, on a fait 2 belles levées de fonds, 4 acquisitions, des rachats de fonds de commerce, des rachats de sociétés. Donc, j'ai vraiment vécu de l'intérieur beaucoup d'étapes d'une entreprise qui va vite, puisqu'on est passé de 12 à 40 millions en l'espace de 3 ans de CA, avec deux très grosses levées, la gestion du cash-out avec le dirigeant qui m'a embarqué dans tous les sujets de réinvestissement. Donc c'était super intéressant, création d'une équipe, les audits de gros cabinets, notamment Exelmans à l'époque aussi. Et puis après, sur la fin, le job m'intéressait un peu moins parce que ça devenait beaucoup de management, beaucoup de juridique. Et je suis vraiment un homme de chiffres, quoi. J'ai besoin de faire de la compta, des BP, des reporting, etc. Et donc
Après cette expérience de 3 ans en tant que DAF, j'ai créé mon cabinet, donc il y a 9 ans maintenant, qui a 9 ans depuis quelques jours, pour proposer des missions de CFO part-time, audit d'acquisition et externalisation comptable. Ce n'est pas tout à fait expertise parce qu'on est vraiment, notre cible, c'est les entreprises entre 1 et 20-25 millions d'euros de chiffre d'affaires qui ont des besoins de fiabilisation de l'information financière et de reporting mensuel. Et donc, pendant 6 ans, on a fait un peu moins 4 ans peut-être en expertise comptable. On a vécu un peu c'est pas le raz-de-marée, mais les chamboulements liés à la digitalisation financière de tous les outils finance. Donc, on en a essayé, je pense, une bonne 50aine. Et puis là, il y en a un qui tourne très bien depuis 2 ans, qu'on ne citera pas. T'as le droit de le citer, hein, franchement. Non, mais c'est Penny Lane. Ouais. Je suis un amoureux de Penny Lane et on me reproche souvent de trop en parler. Mais enfin, on a connu tellement de... J'en parlais encore ce matin à mes équipes pour démontrer l'intégration et la fluidité d'entités qu'on a auditées pour le compte d'un client, qui rachètent des cibles qu'on intègre en expertise comptable et qu'on accompagne ensuite en CFO. Donc en fait, on a les 3 services qui s'enchaînent pour un seul et même client qui, après une vie de direction générale de grands groupes, a décidé de réunir une vingtaine de personnes, d'actionnaires, pour, on va dire, structurer un secteur, une verticale, et on l'accompagne dans son développement. Donc la boîte est passée de 0 de chiffre d'affaires l'an dernier à 4,5 millions cette année. Elle en fera probablement, par acquisition, par croissance externe, elle en fera probablement 20 ou 25 l'année prochaine. Et donc, c'est des process qu'on connaît, que je connais parfaitement bien. Et en fait, ce qu'on propose chez Dafinity, c'est ce que j'ai fait. L'expertise comptable, du CFO et des audits d'acquisition. Ouais. C'est ce que j'aime beaucoup à chaque fois qu'on discute ensemble, et c'est pour ça que je t'ai invité. En fait, c'est finalement pas si commun. Des professionnels qui ont vu ce scope, j'allais dire, à 360. Ouais, exactement. Moi-même, je suis un ancien DAF à temps partagé, donc on se retrouve là-dessus. Évidemment, Transaction Services, c'est là où moi j'ai appris le chiffre. Parce que je venais pas de l'expertise comptable, mais d'une école de commerce. Donc forcément, il fallait réapprendre le chiffre. Spéciale dédicace aux enseignements en comptabilité dans les écoles de commerce. Heureusement que j'ai réappris tout ça après en cabinet de TS. Mais en revanche, de mon côté, pas d'expertise comptable. Et c'est très rare, en fait, d'avoir des professionnels qui aient vu tout ça. Et c'est pour ça que je trouve que ta vision, donc on va parler plus particulièrement des audits d'acquisition, des due deal financières, due diligence financière, due deal, vous nous entendrez beaucoup dire ça. C'est pour ça que ton expérience et ta vision, elle est riche, parce qu'en fait, tu as fait tous les métiers du chiffre autour de la finance d'entreprise, et c'est finalement pas si commun que ça. J'en profite pour juste une remarque, même si ce n'est pas le thème de notre épisode d'aujourd'hui d'experts. Tu fais quand même partie de ces experts comptables qui ont choisi le service. Est-ce que tu peux m'en dire un mot ? Tu as parlé de l'irruption de Penny Lane, de tous les outils qui changent complètement la tenue comptable des entreprises. Est-ce que tu peux nous expliquer, t'as eu quoi ? T'as eu une révélation du conseil versus comptabilité, service comptable traditionnel ? Comment... Alors, avant de rejoindre Excelmans, j'avais créé mon cabinet et je sortais d'un parcours d'expertise comptable assez classique. J'en avais déjà un petit peu ras-le-bol. Et donc, Excelmans m'a permis vraiment de changer d'univers, parce que l'univers du TS... avec des boîtes sur lesquelles on bosse 15 jours, 3 semaines, avec une immersion totale. Les meilleurs retraitements, je les trouvais le dimanche matin sous la douche, parce que on y pense tout le temps, et il n'y a qu'un dossier, ensuite on le plie, on passe à autre chose, donc c'est pas du tout la même chose. Donc, et on n'apporte pas on n'approche pas les entités de la même manière, on regarde pas la même chose de la même manière.
La finalité n'est pas la même que juste sortir des comptes pour sortir des TVA, etc. Et donc, finalement, avec un peu de recul, c'est vrai que je n'y avais pas forcément pensé, mais j'ai trouvé du sens à ce que je faisais parce qu'il y a encore 10 ans maintenant, 15 ans, et aujourd'hui, c'est ce qui nous porte, c'est-à-dire on veut pas faire de la compta juste pour envoyer des liasses et des TVA. Alors, il y en a beaucoup qui le disent. Moi, ça fait 20 ans que je le dis. Voilà, moi, je veux apporter de la valeur. Et aujourd'hui, malheureusement, la valeur, elle est plus sur la compta si elle est pas, si elle n'est pas pertinente. C'est-à-dire que si on fait une compta 2 mois, 3 mois après, elle ne sert plus à rien. Et en fait, ce qui est un peu dommage, c'est de faire la compta une fois par an, qui finalement ne sert plus à grand-chose pour le dirigeant, alors que de toute façon, plutôt que de la faire mensuelle, en sachant qu'à la fin, de toute façon, il faut la faire. On va devoir traiter toutes les pièces. pièces. La faire tout de donc suite. De toute façon, voilà. Exactement. Ouais. Et donc, j'avais déjà je m'étais déjà dit, l'expertise comptable, en termes de valeur, de positionnement, c'était un peu compliqué. Et puis, quand je me suis lancé, j'ai eu des missions de CFO assez rapidement. J'ai vu que le fait de savoir lire des comptes, des bilans de manière très précise, ça apportait quand même beaucoup de valeur face à des personnes même de big, sur des retraitements de normativité, de BFR normatif, de trésor propriétaire, etc. Enfin, c'est eux les contentés, ils l'ont en théorie. Moi, je l'ai dans les doigts, quoi. Je sais pas si l'image est bonne, mais c'est des choses que j'ai vécues. Et donc, j'ai pratiqué, j'ai fait pas mal de saisies quand j'étais plus jeune. Donc, c'est des choses. Je peux pas me tromper, en fait, là-dessus. Je peux pas me tromper. Et il y a des fois, dans des discussions un peu tendues, ou discussions avec des enjeux importants, c'est sûr que je flanche pas, et à la fin, très souvent, c'est moi qui ai raison, quoi. Donc en tout cas, j'ai commencé cette expérience de CFO, et puis est arrivé sur le marché, à l'époque, il y avait... c'était peut-être déjà là, mais il y avait Dougs, il y avait Ça compte pour moi, il y avait Fred de la Compta, etc. Il y avait des petits outils qui commençaient à sortir. On peut citer des marques? Oui, bien sûr, bien sûr. Ouais. Donc, il y avait OneUp, Evolise, tout un tas d'autres boîtes dont certaines ne sont plus là aujourd'hui. Et je voyais, notamment sur un client, un groupe de cosmétiques, je courais constamment après l'expert comptable. Moi, j'avais des deadlines au 15, sortir des reportings. Je les appelais, je les relançais, le 2, le 3, le 4, le 5, etc. Ça arrivait tout le temps en retard, avec un niveau de qualité naze, et des honoraires qui me paraissaient énormes, quoi. Et donc, je me dis, mais c'est pas possible, il y a quelque chose à faire. Et en parallèle de ça, j'avais monté une start-up avec des amis, avec 2 amis ingénieurs, à peu près à la même époque. C'est pour ça que je m'étais beaucoup intéressé aux outils de gestion. La start-up s'appelait Pulse Finance, prendre le pouls de l'entreprise. Ouais. Et en fait, elle avait un objectif, tout bête, qui était de dire aux dirigeants combien ils pouvaient se payer. C'est con, mais ça n'existe toujours pas. Ouais. Voilà. Et on avait embarqué tout un système de calcul automatique, d'IS, d'acompte, de CVAE, de provision TNS, etc. Bon, il s'est avéré ensuite qu'on n'avait pas la bonne équipe, et le time to market était pas très bon, c'était trop tôt. Enfin, en tout cas, ce côté de dire finalement, de plus en plus, il va y avoir de traitement automatique d'écriture, de saisie, etc. En fait, bien sûr, ça va faire baisser le chiffre d'affaires de la tenue comptable, et ce qu'on appelle en anglais bookkeeping, quoi, tenir les comptes, et ça va devenir une commodité de plus en plus. En revanche, énorme opportunité, parce que même tout seul, on peut traiter plusieurs clients sur du reporting, apporter de la valeur, se reconcentrer sur la valeur aux dirigeants plutôt que sur les dossiers de révision. Et ça, forcément, ça a beaucoup de valeur. Je pense que c'est le virage que tu as fait. Alors, peut-être pas consciemment d'ailleurs, mais c'est comme ça que c'est arrivé en tout cas. Alors oui et non, parce que... Je vois cette opportunité en avant, je commence à développer cette start-up, et puis
je lance une offre d'expertise comptable peut-être 2 ans après mon lancement, après le lancement de Dafinity. Et j'essaye de développer cette partie, ce service, et je m'aperçois que c'est pas aussi simple que ça. Donc, avec des Volis, des OneUp, etc. Donc, on commence à changer d'outils, etc. On a essayé ensuite des QuickBooks, on a essayé des Loops, on a essayé plein de choses qui, pour moi, répondaient pas aux besoins. Et puis, à un moment, on est arrivé avec peut-être 200 ou 250 clients, mais beaucoup de startups, en se disant, on va appliquer un filtre, un entonnoir. Parmi les startups qu'on accompagne en expertise comptable, il y en a qui vont tomber dans l'escarcelle CFO. Ouais. Et en fait, les élus, la seringue est ultra fine. La seringue est ultra fine. Et donc, on s'est retrouvé face à des startups, les startups un peu classiques, le petit jeune qui se lance, qui est hyper tendu, qui comprend rien à la finance, qui n'est pas gestionnaire pour dessous, hautain, et des outils qui ne fonctionnent pas, des collaborateurs qui seront épuisés parce que les trucs ne tournent pas. Donc à un moment, c'est plus un ras-le-bol en me disant, bon, j'arrête cette partie-là. Et donc c'est comme ça qu'on a... j'ai cédé une partie de mon portefeuille sur des petits clients. Et donc depuis, on se recentre, depuis début 2021, on se recentre sur... des entités qui ont des besoins en termes de reporting. Et donc, on a plutôt l'approche inverse de dire, on fait des audits, on essaie de récupérer les clients en CFO part-time, et après, si besoin, la compta ne tourne pas, on la récupère en interne. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on a apporté, et non pas le contraire, parce que malheureusement, force est de constater que quand on récupère, surtout sur des secteurs un peu old school, mais... force est de constater qu'aujourd'hui, on a encore beaucoup d'experts comptables old school qui font pas du bien à la profession. Clairement, il faut dire les choses. Ils sont empêtrés dans la tenue, qui répondent pas. Le moindre échange, c'est par courrier. Enfin, on le vit à chaque fois qu'on récupère des dossiers dans des secteurs un peu old school, quoi, qui sont pas très digitalisés, ou en région. C'est malheureux à dire, mais il y a moins de digitalisation en région. Moi, je le vois à Vannes, en Bretagne. Le secteur est moins digitalisé que sur Paris. Et donc, en fait, on maintient cette offre d'expertise comptable parce que, en fait, ça a finalement beaucoup de valeur dans ce sens-là, plus que dans l'autre sens. C'est-à-dire prendre la compta pour aller vers du CFO. Quand on discute avec un patron de boîte PME ou start-up en disant oui, CFO, et en même temps, on s'occupe de l'expertise comptable, les mecs, on leur enlève une épine du pied. Ils disent, ah ouais, mais vas-y, avec grand plaisir, quoi. Non, mais grand plaisir. Je pense que ce virage, cette transformation de la profession, tu as sans doute été je ne vais pas dire un des précurseurs, parce que d'autres ont fait aussi mais en tout cas, tu as fait le mouvement, il y en a plein d'autres qui y aspirent. Nous, on en croise aussi beaucoup, puisque, comme tu le sais, Alvo a aussi pour ambition d'équiper un certain nombre d'experts comptables sur des outils pour faire du M&A pour leurs clients. Ce qui est une autre proposition de valeur que ce que tu proposes toi à tes clients. Mais en tout cas, on voit bien qu'il y a une appétence et j'allais même dire peut-être aussi une urgence mais avant tout, on a aussi affaire, tous les deux, on est passionnés de chiffres et de finances d'entreprise. Je pense qu'on ne peut pas le cacher. Et en fait, tu as envie, à la fois il faut mettre les mains dedans parce qu'il faut comprendre, et des fois il faut redescendre à l'écriture comptable. Mais en fait, en vrai, ce qu'on veut faire, c'est apporter de la valeur aux dirigeants, des éclairages. Et donc, ça, je pense qu'il y a beaucoup d'experts comptables qui ont sans doute été pendant longtemps frustrés par le fait qu'ils étaient tellement pris par la production comptable qu'ils ne faisaient pas assez de conseils. Ouais, effectivement. C'est une vraie opportunité. C'est ce qui nous est arrivé en disant, tiens, je suis en train de devenir, en 2020-2021, un cabinet d'expertise comptable avec des problèmes de recrutement, des problèmes d'outils. On s'est enfermé avec un outil qui est une catastrophe industrielle. Enfin, moi, je parle comme une catastrophe. Je le présente comme ça parce que ça a été très, très compliqué. Et effectivement, à un moment,
il faut arriver, avoir le courage de se repositionner et puis faire les choses s'organiser pour sortir la tête de l'eau. Parce qu'on était en train de devenir un cabinet d'expertise comptable que j'essayais de bousculer quelques années avant. Bien sûr, et donc je me dis, en fait, ça n'a pas de sens. Ouais. Ça a vraiment pas. Et vraiment, ça me plaisait pas. Ouais. Parce que, gérer les collaborateurs, la volatilité des collaborateurs, c'est ultra compliqué. À Paris, c'est très compétitif. Ils reçoivent des offres tous les 2 jours sur LinkedIn. Les outils, les outils, on a gommé une difficulté, mais trouver des bons collaborateurs, même quand il y a du sens, mais parce que ce qu'on fait, pour nous, ça a du sens, parce que derrière, c'est utilisé, c'est exploité. Ça ne suffit pas à attirer des jeunes talents, ça ne suffit pas à ce que les équipes restent. Donc c'est un travail un petit peu plus profond. On a essayé, nous, de pousser un certain nombre de collaborateurs, même des experts comptables stagiaires, vers du reporting, vers des business plans. Et c'est là où on voit que... y a une certaine limitation. Il y en a qui arrivent, mais très peu. Il y en a qui n'y arrivent pas, qui restent campés sur les chiffres. C'est pour ça, je pense qu'il y a, même pour la profession, en fait, on a le bagage technique, mais il y a une reprogrammation à faire. Ouais. Voilà. Mais ça, franchement, de notre côté, chez Alvo, on voit vraiment qu'il y a une forte demande et je pense que là, les prochaines années vont être intéressantes pour la profession. Alors, on a fait une grosse première partie. Alors là, je pense que les gens ont compris pourquoi tu étais crédible sur le sujet. Donc, on va maintenant faire un focus sur une partie de ton activité. On a bien compris, il y a l'accompagnement aux dirigeants, la direction financière à temps partagé, etc. Moi, je voudrais maintenant qu'on se focalise sur la partie audit d'acquisition, due diligence financière, donc qui est une partie en termes de CA, sans être indiscret, ça représente à peu près... Est-ce que tu sais combien ça représente dans ton activité ? Ouais. Alors en fait, on a... Début 2021, donc on abandonne une bonne partie de la partie expertise, 2 tiers en volume et 1 tiers de notre chiffre d'affaires. En même temps, on le vend, donc ça permet de redéployer un peu sur d'autres activités, sur donc les autres activités. Tu vends ton portefeuille client à un confrère. Un confrère. Un confrère. Et si j'avais su que c'était aussi facile de le vendre, je l'aurais fait bien avant. Parce que c'est sur un malentendu, sur un groupe d'échange sur Facebook, où je disais que je voulais racheter potentiellement un autre cabinet. En fait, tous ceux qui ont lu mon message, donc je l'ai mal écrit forcément, ils avaient compris que c'est moi qui voulais vendre. Et je me suis dit, mais en fait, c'est ça la solution. Et ça s'est fait en l'espace de 2 mois. C'était hyper simple. Donc, voilà, en tout cas, pour les confrères qui écoutent et qui pensent être tenus dans l'étau de leurs clients, il y a des confrères il y en a d'autres qui consolident le marché. Il y en a qui consolident, exactement. Donc, c'est le moment d'en profiter et de réaliser, cristalliser un peu pour redéployer sur d'autres activités. Et donc début 2021, donc on relance, je pense 2020. C'était l'année la plus sèche en termes de TS. Donc on redémarre début 2021. Je pense qu'en 2022, on devait être à 10% du chiffre d'affaires du cabinet, qui était vraiment très peu. Et 2023, on est passé à entre 35 et 40 parce qu'on a doublé l'équipe, parce qu'on a ouvert des comptes. Je pense que c'est le travail de communication. On a semé, on a beaucoup semé, et puis on est en train de récolter les fruits. Et puis, début 2023, ce qui s'est passé aussi, c'est le robinet des fonds venture qui s'assèche. On était encore assez positionné sur de la start-up. Même si moi, je commençais de mon côté, c'est plus mon associé parce que j'ai un associé depuis mai 2022, qui, lui, est plus start-up. Moi, je suis un peu plus ancien, donc je suis plus PME, small, mid-cap, plus small d'ailleurs que mid. Et donc, on a fait encore un autre virage avec des ouvertures de comptes qu'on a commencé à faire en 2022, qui ont porté leurs fruits en 2023. On a anticipé des embauches, ce qui n'est pas simple en TS, c'est quand même pas évident, parce que soit ils sont bookés à 100%, soit ils font rien. C'est comme dans les ESN, c'est la même chose. Et donc, on a ouvert des comptes. On a commencé à bosser avec la BPI, Weidberg Capital, UI Investissement.
Entrepreneur Invest, avec qui on bossait il y a quelques temps, qui est revenu nous voir. Enfin, on a conservé Daphne, Isaïe. Donc, on a des super clients, quoi, vraiment, pour la taille de notre cabinet. On est une vingtaine, on n'est pas un très gros, on est une vingtaine aujourd'hui. Après, en TS... c'est un tiers à peu près. C'est ça, un tiers TS, un tiers CFO, un tiers expertise. C'est à peu près un tiers. Des équipes qui commencent à être intéressantes parce que, comme tu le dis, il faut les occuper. Ouais, il faut les occuper. Et dans ces temps un peu compliqués, ça, c'est aussi ce qu'il faut avoir en tête. C'est quand on facture 50% d'expertise, comme il y a 3-4 ans, tous mes clients étaient en prélèvement automatique. Donc, ça tombait tous les mois. Là, quand il y a un tiers en TS, parfois le BFR, facturation au dossier. À la clôture du deal. Donc ça peut être 3 mois au mieux. Là, je crois qu'on attend encore la clôture d'un dossier qu'on a terminé en février. Donc effectivement, ça pique. Ça pique. Et donc ça, c'est une autre organisation. En expertise, on peut se reposer un peu au niveau commercial en se disant si on progresse pas, c'est pas grave. On a des clients qui tournent. En TS, ça ne marche pas comme ça. Il faut voir les gens, il faut communiquer. Il faut vraiment être proactif. Sinon, à un moment, la machine, elle s'essouffle assez rapidement, quoi. Donc, on va plus particulièrement parler de l'activité, Transaction Services, support aux transactions en français. De fait, on parle donc de due diligence. Des due diligence, il y en a de plein de sortes financières, mais pas que. Avant l'émission, tu me disais social, fiscal, le juridique, traitement stratégique, voilà. Propriété intellectuelle. Il y a même sur les gros deals des due deals spécifiques sur les assurances, avec des courtiers spécialisés, des auditeurs spécialisés. Nous, on va particulièrement ensemble parler des due diligence financières. Est-ce que toi, tu prends parfois d'autres diligences que les diligences financières ? Sur les petits deals, on peut aborder, alors on ne remplacera jamais un avocat évidemment, ça c'est sûr, mais on peut faire le social, le fiscal et le juridique, parce que bien souvent sur des startups et du small cap, il n'y a pas d'opération capitalistique très compliquée. Voilà, c'est une cap table, c'est un peu de JEI, des contrats de travail assez classiques avec des clauses de propriété intellectuelle, de non-concurrence. C'est assez courant. C'est assez courant et donc on peut faire ce qu'on appelle des revues formelles, en disant ça existe ou ça n'existe pas, est-ce qu'il y a un point rouge ou il n'y a pas de point rouge, et si vraiment il y a un point rouge, à contacter un avocat pour qu'il aille creuser, quoi. Et donc après la fiscalité sur la grande majorité, dans la grande majorité des cas, s'il n'y a pas d'opération européenne, internationale, ou un peu exotique, de mouvements d'apport de titres, de choses comme ça. Normalement on arrive à s'en sortir. Pas forcément une due diligence fiscale. Exactement. Et tu parlais de la partie juridique, juste, alors nous ce qu'on voit sur les dossiers, c'est qu'effectivement, souvent, l'expert comptable du repreneur, de l'acquéreur potentiel, peut prendre une partie de ces éléments juridiques, et de toute façon, les avocats qui, eux, vont rédiger le protocole, peuvent redemander, dans le cadre de la rédaction du protocole, des pièces, et à ce moment-là, ils peuvent aussi revoir certains points, compléter, avec un œil de professionnel du juridique, les états qui auront été faits en amont. Par exemple, le registre des mouvements de titres. Voilà, exactement. C'est des choses qu'on ne va pas regarder, alors qu'un avocat, c'est obligatoire, quoi, de son côté. Lui, il va se demander, de toute façon, registre du mouvement de titre, tous les PV d'AG, voilà. Donc, de toute façon, ils vont faire cette relecture-là de ce qu'on appelle le juridique corporate à cette occasion. Ok, donc on se focalise maintenant sur la partie diligence financière. Petite question de terme, est-ce que, on a parlé d'audit financier, on a parlé de due diligence financière, est-ce que tu vois des différences? Pour toi, c'est la même chose? Alors, pour moi, il y a l'audit légal et l'audit contractuel. Voilà, l'audit légal, c'est normé.
Il y a un rapport à la fin qui sort, qui est normalement identique ou assez proche d'une entité à une autre. Je certifie que les comptes sont réguliers Donc et sincères. ça, c'est le métier du commissaire aux comptes. C'est commissaire aux comptes. Ok. Voilà, c'est commissaire aux comptes. Le métier d'audit contractuel ou due diligence ou audit financier, parfois diagnostic, mais bon, on n'en parle pas trop, mais bon, on peut quand même utiliser le terme. Là, on peut, en tant que commissaire aux comptes, faire un audit contractuel avec notre casquette de commissaire aux comptes. On peut le faire aussi avec une casquette d'expert comptable ou sans casquette. Oui. Il y a des confrères alors confrères ou des entités qui proposent des due diligence des financières qui ne sont pas experts comptables. Bien placé pour le savoir, ça a été mon métier à une autre époque. Voilà. Et je ne suis pas expert comptable. Voilà. Bon, moi, je conseille évidemment au fond de recourir à des cabinets qui sont inscrits à l'ordre. Non, mais nous, notamment. Et notamment, un point intéressant, notamment dans le small cap qui nous intéresse, où on met quand même bien plus les mains dans la compta que dans des deals peut-être plus gros. C'est aussi ce qui explique. Après. Moi, je comprends ton point, en tout cas, de dire finalement, c'est un En fait, plus... le sujet, je le dis en rigolant, mais ce qu'il faut avoir en tête aussi, c'est que les experts comptables, ils ont... peut-être que tu le sais, mais on a des obligations de formation. Bien sûr. Tous les ans, en tant qu'expert comptable. On en a aussi en tant que commissaire aux comptes. Puis surtout, on a une assurance. On a une assurance qu'une entreprise classique à taille équivalente ne peut pas avoir, puisque c'est un contrat groupe qu'on a avec le Conseil de l'Ordre et la compagnie des commissaires aux comptes. Donc, on a entre plus de 5 millions d'euros, je crois, de couverture. Et ça, je pense pas. Alors, évidemment, c'est pas évidemment, mais jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas eu à l'utiliser. On n'a pas eu de litige, mais... si jamais il y a quelque chose, il faut aussi que les commanditaires, que les donneurs d'ordre vérifient peut-être ce point auprès des entreprises avec lesquelles ils bossent. C'est un point intéressant d'ailleurs que j'avais pas forcément en tête, mais encore une fois, qui est assez légitime maintenant que tu en parles. Ouais. Exactement. Alors, donc sur ces diligences financières, est-ce que tu peux... comme ça, de tête, nous donner un peu les grands points que tu vas vérifier, les figures de style imposées. Moi, j'ai le triptyque compte de résultats, bilan, cash flow, par exemple, mais peut-être que c'est pas la même chose pour toi. L'historique versus le prévisionnel, avec raccorder les deux. En gros, est-ce que si tu peux nous décrire une mission type sur les diligences financières, quels vont être les travaux engagés ? Alors, il faut distinguer start-up et pas start-up. Schématiquement, D'accord. le start-up, on va vérifier le cash burn. Voilà, cash burn, runway. Donc pour on va regarder, cash burn, consommation de trésorerie, runway, pour préciser pour ceux qui ne sont pas dans l'écosystème, parce qu'il y a beaucoup de jargon quand même. Runway, c'est le nombre de mois de trésorerie qu'on peut encore couvrir avec la trésorerie, nombre de mois d'activité qu'on peut encore couvrir avec la trésorerie existante avant de tomber en cessation des paiements et de rentrer dans la case procédure collective, qui est un autre sujet. C'est un autre sujet. Et donc, sur les startups, c'est très cash burn. Focus sur le business model. En fait, on n'a pas beaucoup d'historique sur les startups, donc on va regarder plus précisément une période de temps qui est courte. Et on va la regarder plus précisément. Donc au mois, les indicateurs. Là, concrètement, à l'échelle mensuelle ou ce genre. Au mois, on va regarder. Alors, il y a quand même beaucoup de SaaS, donc on va regarder le MRR, on va regarder les contrats, si c'est du vrai MRR ou pas. On va regarder l'organisation aussi, la qualité de l'information, l'organisation financière, est-ce qu'il y a des reportings, pas de reporting, qui fait la compta, quand, comment, etc. On va regarder un peu de social, un peu de juridique, un peu de fiscal aussi. Mais le vrai sujet sur les startups, c'est la partie trésor. Sur la partie small cap,
Donc PME, hein, on va dire, PME, voilà. classique, CapDev, Capital Transmission, etc. Les sujets, c'est, pour faire simple, EBITDA to cash, donc normatif. Donc, ça veut dire quel est le résultat récurrent de la boîte, quelle est la consommation de trésorerie récurrente et normale de la boîte. Voilà, donc on gomme des variations exceptionnelles de versement de dividendes, par exemple, de retard de paiement à un fournisseur ou un client. D'un pic de stock ou d'un sous-stock, voilà. les deux. Ouais. Donc on gomme tout ça pour regarder quelle est la génération normale de cash. Voilà. Après, si on veut descendre dans le détail, un plan classique, on a un exec sum, donc une synthèse, quoi, qui fait quelques pages, qui pour moi est essentiel. Alors j'ai compris il y a quelques temps qu'il y a certains confrères qui font pas de synthèse, et je suis tout à fait étonné parce que c'est quand même à ce moment-là que tout ce qu'on a fait, enfin tous les travaux qu'on a fait pendant tout le temps qu'on a passé sur la boîte et toutes c'est à ce moment-là qu'on passe un niveau, quoi. À ce moment-là, c'est en faisant la synthèse qu'on passe un niveau. Et je suis tout à fait étonné. Donc synthèse impérative. Voilà. Ensuite, qualité de l'information. Certification des comptes, qui est l'expert comptable, comment est tenue la compta, quel logiciel, etc. Essentiel. Est-ce que l'information de gestion, au-delà de l'information statutaire, paraît de bonne qualité? Exactement. Sur la les raccordements, etc. Raccordement avec la compta, et puis quand c'est raccordé, on peut utiliser les tableaux, les données de gestion, reporting, etc. dans le corps du rapport, parce qu'évidemment, les fonds ou même les corporates qui nous demandent d'intervenir, les investisseurs ou les racheteurs en général, ils préfèrent avoir de la donnée de gestion détaillée, du reporting, plutôt que de revoir un détail de la compta. Ça ne les intéresse pas. Donc, quand il y a de la donnée de gestion, du reporting, qu'on a fait un matching, un cadrage, quelle est de bonne qualité, on n'en parle la plus. compta statutaire, on n'en parle plus, et on détaille après tout ce qui est reporting, données de gestion, base de données, etc. Et donc là, on s'amuse. Donc ensuite, on attaque P&L, bilan, cash flow, sur l'historique. Et puis ensuite, current trading, dernière situation possible, atterrissage, et puis ensuite business plan, budget ou business plan. Alors, on va juste repréciser, donc P&L, Profit and Loss, compte de résultat en français, bilan, c'est le bilan, balance sheet en anglais. Mais et la différence, alors peut-être pour toi, c'est pareil, c'est évident, mais c'est dans le P&L, tout de suite avoir un niveau de marge, alors selon le reporting, mais tout de suite avoir la distinction de coûts variables, coûts fixes, parce qu'on ne va pas expliquer ce qui est intéressant quand il y a des coûts variables, c'est d'expliquer l'évolution de la marge, du taux de marge. Bien sûr. C'est pas, on explique ce qu'il y a dedans, évidemment, mais c'est surtout le taux de marge qu'il faut analyser, et puis ensuite, les coûts fixes, on peut regarder en détail ce qu'il y a dedans, les honoraires, de qui, pourquoi, etc. Sur le bilan, c'est un bilan fonctionnel, avec des notions de BFR, dette nette, trésor net, obligatoire. Alors, quand je faisais une présentation ce matin aux équipes justement là-dessus, et il y a des jeunes, il y a des apprentis sur la partie compta, ou même des plus anciens, qui n'ont pas ces notions-là en tête. Et c'est vrai que en actif-passif. Exactement. Mais qui capitaux n'ont pas propres, provisions, etc. Mais bilan fonctionnel, BFR, c'est pas sur le bilan. Voilà, donc il faut aussi avoir cette petite couche de... Pour tous ceux qui viennent, pour le coup, de la branche expertise comptable, il y a des figures de style. Le bilan fonctionnel en fait partie. Et c'est clairement des attendus, notamment pour les investisseurs professionnels. Les fonds travaillent que comme ça. Donc on a parlé des corporates, donc ce sont les acquéreurs entreprises, on les appelle aussi les acquéreurs stratégiques, parce qu'en fait ils font de l'opération pas pour revendre la société après, mais ils font de l'opération pour l'intégrer à leur périmètre. Ou build-up, on peut dire aussi. Ou build-up, croissance externe, exactement. Oui, tu as raison. C'est dans cet escarcelle. A priori, les directeurs financiers, alors soit ils ont des départements M&A, et ces gens-là sont en général issus des banques d'affaires, des transaction services, donc ils font aussi le triptyque compte de résultat, bilan fonctionnel, cash flow ou TFT, voilà, tableau des flux de trésorerie, cash flow. Mais celui-là, on l'apprend à l'école, en fait. Dans le cursus d'expertise comptable, le TFT, on l'apprend, mais
Ensuite, dans l'expertise comptable classique, on le perd plus. un peu. On le perd. Je suis d'accord. Et c'est une formidable synthèse entre le PNL et le bilan. Exactement. Voilà, honnêtement, c'est l'outil qui permet de comprendre la génération ou la consommation de cash. D'où ça vient, où est-ce que c'est parti, comment, enfin. Donc ça, triptyque obligatoire en CFO, en historique, pareil. En prévisionnel. Ouais, après ça dépend de la granularité que souhaite le dirigeant. Parfois on nous dit sur des deals, sur des réinvestissements par exemple, la semaine dernière. En fait, on nous a demandé de refaire une conso, de regarder la partie BFR, consommation de cash, et pas du tout la marge et le P&L. Ouais. Donc là, on appelle ça un scope limité, revue mission limitée. Flash, revue limitée ou mission flash en disant, regardez pas tout. Et c'est pas facile de pas tout regarder. Bien sûr. Et donc, on peut avoir des missions ad hoc comme ça, de regarder un sujet précis. Et on en a de plus en plus. Alors, de ce type-là. Une question, on ne va pas parler en kilogrammes, mais c'est un rapport de mission de diligence financière de ton côté. C'est à peu près quelle taille nombre de slides, je ne sais pas comment tu les écris. À peu près 50. 50 slides. En 50, et puis D'où le besoin, tu disais tout à l'heure, d'un résumé, d'un executive summary. Oui. En fait, les fonds, ils lisent pas tout le détail généralement. Ils lisent l'exec sum. Parfois, ils le lisent avant le débrief. Pas toujours. Et puis après, il se fie à la confiance, parce qu'on travaille en confiance, c'est obligatoire. S'ils n'ont pas confiance en nous, ils ne nous appellent pas. Et donc, c'est lors de débrief qu'ils vont aborder un certain nombre de sujets, ils se font un avis, et puis c'est plutôt les équipes du directeur d'investissement qui lisent tout le rapport. Et le directeur d'investissement, il va peut-être lire l'exec sum au mieux, quoi. Au mieux. Et alors, tu parles là de la lecture qu'en font les fonds d'investissement. Est-ce que tu vois dans ton expérience des différences entre un rapport demandé par un acquéreur entreprise, corporate, stratégique, par rapport à un rapport demandé par un investisseur type fonds d'investissement, investisseur professionnel? Est-ce que les périmètres sont les mêmes? Est-ce que tu as des demandes particulières? Qu'est-ce que tu vois? Alors, bien souvent, les corporates qui nous sollicitent, ils sont sous fonds d'investissement. Donc, il y a l'exercice habituel, le triptyque habituel. Il va de toute façon être transféré aux actionnaires. Il va de toute façon être transféré. Et souvent, c'est même l'actionnaire qui nous appelle pour dire tiens, j'ai une participation qui veut faire un build-up, donc il y a un audit à faire. Je te mets en relation et puis discuter ensemble. Et puis par contre, parfois il y a des notions métiers. Par exemple, on bosse beaucoup dans le courtage d'assurance, parce que le groupe que j'avais rejoint en tant que DAF salarié pendant 3 ans, c'était un groupe de courtage d'assurance. Donc on a fait des belles boîtes comme Santian, Axeliance, SPV. Enfin, on a fait quand même des beaux deals là-dessus, et on accompagne d'autres groupes de courtage d'assurance, et notamment un qui dans son business, il y a des choses classiques de chiffre d'affaires net, donc chiffre d'affaires brut moins les rétrocessions, chiffre d'affaires net, c'est des trucs un peu classiques. Et puis dans son modèle en fait d'acquisition de courtiers, il rachète des courtiers à des dirigeants qui vont à un moment partir, quitter le navire, et donc l'optimisation de résultats un peu évidente, pas immédiate, mais voilà, c'est de dire quand le dirigeant sera parti, on fait en sorte d'avoir repris toute la direction centrale, et donc quel sera le potentiel contributif ou la contribution possible de la fille. Et donc, des éléments de retraitement, de type rémunération du dirigeant. Voilà. Gros donc classique, ça, c'est automatique. En général, nous, on voit assez souvent EBITDA avant rémunération du dirigeant, EBITDA après rémunération du dirigeant dans le small cap, notamment parce que quand on est dirigeant fondateur, on peut avoir envie de moduler sa rémunération avec des éléments optimiser un peu, fees, salaire versus voiture, quelques frais, voilà. Donc c'est aussi important de les identifier pour avoir les vraies performances. Exactement. Donc après, je dirais que les dirigeants, dans leur très grande majorité, soit ils ont un fonds, et donc le fonds il impose un peu le cadre. Soit on leur dit, écoutez, on ne va pas réinventer la sauce, ça fonctionne depuis 20 ans, bilan, PNL, cash flow, donc il ne faut pas faire autre chose. Après, il y en a qui sont plus ou moins sensibles, évidemment.
que ce soit des fonds ou des corporates, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'ils vont être plus ou moins sensibles à certains éléments selon leur appétence, selon leur connaissance du métier, selon leur connaissance de la cible. On se dit, bah là, tiens, on a un sujet sur le niveau social, les effectifs, on n'a pas trop compris, ou tiens, là, on a l'impression que le dirigeant se fait plaisir sur un certain nombre de frais, donc j'aimerais bien qu'on les isole et qu'on comprenne, ils sont un peu partout dans les comptes, donc j'aimerais bien voir ce que ça représente. Des points de vigilance particuliers qui te sont indiqués. Ouais. Du coup, on t'appelle à quel moment ? On m'appelle quand la LOI est signée. LOI signée, ouais. Ok. Donc la lettre d'intention en disant, bah voilà le prix, accordez-nous une période d'exclus de temps. Et donc mon prix est maintenu sous réserve des audits, des rapports d'audit satisfaisants. Tu ne participes pas, par exemple, à la valorisation d'entreprise. Non. Elle est déjà écrite. Pas en tant qu'auditeur. Pas en tant qu'auditeur. Mais en tant que CFO. Oui. Quand ou membre de board, voilà, on accompagne. En tant que membre de board, parce que je suis CFO part-time de boîte, et donc c'est dans ce cadre-là qu'on me consulte. Mais en tant qu'auditeur, voilà, le deal il est pas plié. Il faut juste dire bon, ça y est, ils se sont mis d'accord sur voilà, et sur ces bases-là, d'un EBITDA, d'une trésor, d'une croissance, etc. Le prix d'acquisition sera tant, et nous, on est justement chargé de vérifier qu'il n'y a pas de loup dans les placards, qu'il y a bien cet EBITDA, qu'il y a bien cette trésor, etc. etc. Donc on t'appelle après la LOI signée pour les diligences. Le soir même. On signe la LOI et on m'appelle le soir même. Très clair. pas 10 jours après, parce qu'après on n'a plus de temps de le faire. Mais... combien ça coûte alors évidemment, combien ça coûte ce type de diligence? J'imagine évidemment que c'est en fonction de la taille de dossier. Est-ce qu'il n'y a que du fixe ou est-ce qu'il y a aussi du variable? Ça m'intéresse d'avoir ton point de vue. Bien sûr. Alors, nous déjà, on travaille principalement en buy-side, donc côté acheteur. Voilà, on a ouvert un département sell-side il n'y a pas très longtemps. Commissariat aux apports. Côté vendeur, côté cédant. Donc on note après. le point de la VDD, on en parle après. Et il y a une autre question aussi que je veux te poser, mais le point financier de combien ça coûte me paraît intéressant. Donc, en fait, ça dépend de la qualité de l'information qu'on n'a pas avant. Ça dépend de l'organigramme. Est-ce qu'il y a une entité? Il y a plusieurs entités. Est-ce qu'il y a une conso? Il n'y a pas de conso. Ça dépend du business aussi. Est-ce que l'entreprise encaisse, est-ce qu'elle fait 10 millions de chiffre d'affaires avec des facturations de 5 euros, ou elle fait 10 millions de chiffre d'affaires avec 5 factures de 2 millions? Une notion de volumétrie. Qualité de l'info. Et après, c'est comme ça dans le métier, c'est qu'on le fait, j'allais dire au doigt mouillé, c'est un petit peu plus que du doigt mouillé, mais si déjà on a en grande masse on a déjà la big picture en tête, on connaît à peu près le prix, et en face, de toute façon, eux aussi, les fonds et les investisseurs, les acquéreurs, ils ont à peu près aussi une idée de ce qu'ils sont prêts à mettre. On est généralement jamais très loin, mais on est entre 10 et 25 à peu près. Entre 10 et 25 millions. Selon la taille. Après, si c'est une start-up qui démarre il y a un an d'historique, on peut descendre à 5, 6, 7, 8, ça dépend vraiment de ce qu'il y a à checker, quoi. Voilà. Nous, c'est du temps. En fait, on facture que du temps, on facture pas de succès. Surtout pas à l'achat. Voilà, parce que pas que c'est faire, et c'est pas notre métier, et puis voilà. Qu'on explique bien, hein, les taux de succès à l'achat sont souvent faibles parce qu'il y a plein d'acheteurs sur la ligne de départ, et que les opérations peuvent rater ou ne pas se faire aussi, indépendamment de la qualité de ton travail. Donc, nous, on bosse plus sur des enchères, ce qui, à l'époque, ce que j'avais connu quand on faisait des due deals dans des sous-sols de cabinets d'avocats avec des classeurs sur la table, etc. Nous, on intervient, il y a une LOI qui est signée, exclusivité, donc on est tout seul. Voilà, donc... Ah oui, donc là, le taux de succès, en fait, dépend pas de la compétition. Ouais, ça dépend pas, mais je dirais qu'on a peut-être un deal sur peut-être
2% de deals qui ne sont pas allés au bout, 3% Ah oui, de deals. d'accord. Donc, Parce que... t'es en exclu et donc... Non, parce que ils ne sont Ouais. pas arrivés à entendre, parce Ouais. qu'on a découvert, des deal breakers, Ouais. des comptas qui sont pas bonnes, des comptas qui sont fausses. Enfin, parfois, on découvre des trucs... Donc en tout cas, facturation fixe, au fixe, jour fois forfait. taux. Jour fois taux. Jour fois taux. Ok. Ouais. Donc, Mais à la fin, c'est forfaitisé. ouais. Voilà, c'est Ou en tout forfaitisé. cas, il y a un cap. Et si Ouais. on devait dépasser, il faudrait que ce soit justifié, Exactement. etc. Ce qui est Ouais. assez classique là pour le coup Exactement. dans les transactions Oui, services. oui, c'est du classique. Ouais. Si vraiment on s'est trompé ou le scope finalement doit être retiré Ouais. pour X raisons. Maintenant, on fait aussi des propals à étage en disant bah voilà, si on a la data, on peut faire ça et donc Ouais. on y va. Si on doit la go, no go. reconstituer, bah, Si on évidemment, doit le faire, voilà, c'est plus cher. cher. Et ça dure Ouais. combien de temps? Entre 15 jours et 3 semaines. Ouais. Donc là, habituellement. on est de toute façon avec des périodes d'exclus qui vont être quoi, de quelques mois? Ouais, c'est ça. Après, il y a du temps après les due deals, il y a la partie bien sûr. juridique, la partie négo. Donc, La partie ça financement. peut être 2-3 mois. Ouais, partie Ouais. financement, quand il y a de la Ouais. dette, effectivement. Donc, ça peut être 3 mois, parfois un peu plus. Ouais. Mais toi, ton rarement travail moins. va être de 2-3 semaines. Ça va être entre 2 et 3 semaines à partir du moment où on a L'info. toute l'info. Voilà, donc si on doit bosser sur un current trading ou un atterrissage et qu'on l'a pas, bah, on va Ouais. lever le stylo parce que c'est trop compliqué de démarrer un dossier et puis d'intégrer des données en cours d'audit ou encore pire, de le mettre en pause et de le reprendre 15 jours après. Bien sûr. Bien sûr. Voilà. Ouais, c'est assez clair. Est-ce que ton rapport est en général transmis aux banques quand il y a du financement? En small cap, quand il y a de la dette, oui, Ouais. obligatoirement. Obligatoirement. Ouais. Ça, c'est un point important. Et Obligatoire. alors, j'allais te Ouais. poser la question de est-ce qu'on peut s'en passer des due diligence financières? Alors, déjà, quand il y a du financement, Alors on peut, mais c'est comme rouler en voiture sans assurance, c'est comme partir à l'étranger sans assurance rapatriement. Oui, on peut, sauf si le risque se réalise, on est Ouais. embêté. Ouais. Voilà, qu'est-ce qu'on fait si le risque se réalise? toi, tu vois quand même des demandes qui pourraient venir à la fin de. Mettons que j'ai décidé de ne pas le faire. Si j'ai besoin de financement, en général, la banque va revenir de toute façon en disant non. Je vois pas ça. Non. Non. Mais moi, je bossais à l'époque avec, quand il le faisait directement avec Christophe Courtin, qui est mon ancien patron voilà, de Santiane, qui est encore, mais en indirect. Et au début, il faisait des investissements en direct. Et il se dit, bah, en fait, sur 10 boîtes dans lesquelles je mets un ticket de 100, il y en a potentiellement une sur les 10 qui va me pipoter. Donc, où il y aura un deal breaker. Voilà, donc je vais perdre 100 000 euros. Donc si je fais 10 deals à 5 000, 10 due diligence. 10 due deals à 5 000, c'est 50 000. Et donc je vais l'attraper celui-là. Ouais. Et donc je suis gagnant en fait. Ouais. Et donc on avait beaucoup de petits deals comme ça au début. Et c'est pas con. Donc oui, on peut faire sans due deal. Mais le jour où il y a un risque, et on a eu 2-3 opérations, alors qu'il y avait un expert comptable, un CAC, un DAF part-time dessus, bah, les comptes étaient faux. Ouais. Et pas qu'un peu. Voilà, donc, alors je ne dis pas que si on avait été CFO, on l'aurait vu, j'en sais rien. Ouais. Mais je veux dire, quelqu'un qui intervient, dont c'est le métier, bah oui, ça apporte une couche de compréhension, de confort. Pour moi, c'est imparable à partir du moment où on met, à partir du moment où on met un peu d'argent sur une boîte où il y a un peu d'historique. Bah oui, évidemment. Après, rien n'empêche de centrer en fait l'audit en disant j'ai pas tellement de sujets sur tel point ou tel point, mais même sur des tu disais le scope, réduire le scope, le périmètre de travail sur des points qui parce qu'en général donc les personnes les acquéreurs potentiels qui ont remis une LOI, donc une offre qui a été acceptée. Tu nous as dit, ils ont déjà écrit une valeur d'entreprise, une valorisation. Donc, eux ont eu accès à de la documentation, ont pu voir la qualité de ce qu'on appelle la data room. Ouais. Mais c'est pas leur métier. C'est pas leur métier, mais par contre, ils peuvent, s'ils le souhaitent, notamment pour des questions de frais d'approche, ces fameux coûts qu'on engage quand on paye des avocats pour commencer à rédiger des protocoles. Ça, c'est obligatoire. Les diligences financières quand on fait appel à toi. Tout ça, ça représente une enveloppe de frais qui, à la fin, si on ne fait pas l'opération, est perdue.
Et donc, on peut avoir la tentation de réduire un peu le périmètre de l'avocat, réduire un peu le périmètre des diligences financières. Après, je crois qu'on a bien compris ton point. C'est toujours une balance risque-bénéfice. Et quand on s'est trompé, on s'est trompé sur la totalité de l'investissement qu'on a mis. Donc ça peut coûter cher. Et c'est même pas forcément c'est même pas que du red flag. Ça peut être aussi de la finesse de compréhension du business. S'ils bossent sur un business plan qui prévoit un taux de marge à 45, alors qu'en fait, en réalité, il y a des coûts qui sont mis en fixe alors qu'ils sont variables et le taux de marge, il est à 40, c'est pas la même chose quand on tire le trait. Et ça, on l'a déjà vécu et il y a déjà des deals qu'on a... Alors, c'est pas on les a fait capoter, mais qui sont pas allés au bout parce que justement, il y avait des écarts, des éléments prévisionnels qui n'étaient pas conformes avec l'historique. Exactement. Voilà, et ça a été mon métier. Ça a été mon métier pendant 3-4 ans chez Exelmans à la fin de brancher de l'historique avec du BP. Quoi. Concrètement, pour les sociétés qui ont suffisamment d'existence, il ne peut pas y avoir une pensée magique qui fait qu'on passe d'un historique qui est ce qu'il est à un prévisionnel où on ne sait pas expliquer les changements. Donc, pas de rupture de tendance. Voilà, pas de rupture de tendance. C'est ce qu'on appelle rebrancher entre l'historique et le prévisionnel. Tu as parlé de vendor due diligence, VDD, j'aimerais qu'on en dise un mot. Là, on a jusqu'ici parlé des diligences financières côté acquéreur. Il se trouve qu'on peut aussi en faire côté cédant. Alors là, il faut que tu nous expliques quand même, c'est quoi l'intérêt? L'intérêt, c'est justement de pouvoir anticiper tous ces sujets et puis de faire des synthèses, de présenter les graphiques qui c'est pas tout à fait le terme, j'allais dire habiller la mariée, c'est pas on met pas des choses sous le tapis. Une vendor due diligence qui est sciemment habiller la mariée, en fait... il n'y a pas plus destructeur dans un process. Nous, on le voit bien. On est en train de construire de la confiance. Si on nous apporte des rapports qu'on la couleur, l'odeur du rapport honnête et qu'en fait on est attendu sous les formes dont on a parlé, compte de résultats, bilan, cash flow, et qu'on voit qu'en fait tout ça c'est pipeau. Non, mais ça sert à rien. Je veux dire, tout le monde replie le dossier. Non, mais ça sert à rien. Puis les cramer. Voilà. Ce que tu disais, par contre, c'est en fait d'anticiper, tu l'as bien dit. Exactement. Les due diligence financières, ça se fait dans une relative urgence. 2-3 semaines de travail, c'est quand même avec une masse de choses à faire qui est quand même pas les VDD, c'est un petit peu plus long. Oui, mais alors, non, justement, ce que je disais, c'est les due diligence, c'est 2-3 semaines de temps très condensé, beaucoup de choses à faire. Et en fait, ce qu'on va faire quand on est dans une vendor due diligence, c'est qu'on va prendre la décision quelque part de mâcher le travail, de s'auto-auditer et de se dire... Et on a plus le temps, c'est exactement ça. Surtout, on a le temps. Et si on découvre des choses, on a même le temps de les régler. Exactement. Et pas de les maquiller, mais simplement de les limiter en termes d'impact, de mieux les expliquer, de mieux les documenter, parce que parfois, quand on est auditeur, on va trouver des choses... on va faire des constats. Si on n'a pas d'explication claire, on va dire... pas d'explication claire, donc je considère que c'est le risque maximum lié à ça. Si on a eu le temps de se préparer à mieux documenter, on peut permettre à un acquéreur potentiel de mieux comprendre ou de mieux limiter la valeur du risque. En fait. Exactement. Et ça, t'es beaucoup sollicité là-dessus, parce que pour moi, c'est vraiment un produit qui normalement était lié plutôt à des opérations plus grosses. On le voit aussi arriver. Non, ça descend. Ça descend. Ça descend. Alors quand on dit ça descend, ça descend en termes de taille d'opération. De taille d'opération. Là, on a été sollicité récemment par Brian Garnier sur une boîte à 10 millions d'euros. Quoi. Mais voilà, en préparation d'eux. Et en fait, l'avantage d'Affinity, c'est que on peut intervenir soit en tant que CFO, soit en tant qu'auditeur. Donc, si vraiment c'est un dossier qu'il faut prendre depuis le début, reconstituer de la data, du reporting, de l'analytique, etc., c'est généralement pas les auditeurs qui le font. C'est trop... Voilà, les auditeurs en TS, ils vont traiter la data qui existe déjà et la corriger de manière un peu marginale, entre guillemets, pour aller faire des incursions sur des sujets précis. Mais ils vont pas retraiter toute la data, assez rarement. Bon. Dans ce cas-là, effectivement, on peut passer à une mission pré-VDD, par exemple, du coup de CFO, où là, on va traiter la data, on va organiser des process, on va écrire les process, etc.
c'est ce qu'on fait dans nos missions de CFO. Il y a pas on ne sait pas s'il va y avoir une mission de VDD avant. On suppose qu'il va y avoir des audits parce que les boîtes qu'on accompagne aujourd'hui, c'est vrai que c'est la particularité aussi du cabinet, elles sont toutes sous investisseurs. Il n'y en a qu'une, une ETI, donc c'est un gros bébé, plus de 50 millions de chiffre d'affaires, qui est sous covenant, enfin dette bancaire senior avec du covenant. Sinon, tout le reste de nos clients, c'est des boîtes de croissance, donc avec des investisseurs, donc besoin de reporting. Et finalement, en fait, et c'est ce besoin en fait de recherche de sens, je refais un petit passage en arrière, mais c'est cette recherche de sens qui fait qu'à un moment, on se retrouve avec des boîtes qui sont sous investisseurs, parce que malheureusement, encore aujourd'hui, la grande majorité des dirigeants de PME pilotent leur boîte avec un pipe commercial et la trésorerie, et ils disent, le reporting, j'en ai pas besoin, quoi. Jusqu'au jour où je vends. Jusqu'au jour où, où il faut éventuellement refaire de l'information de gestion a posteriori dans le cadre d'une opération. C'est une partie de notre activité en CFO de revenir, reconstituer l'historique et voilà. Ma première mission de CFO, c'était ça. C'était Excelmans qui posait le stylo sur un audit en disant je comprends pas. On n'a pas assez d'infos. Il y a des variations à droite à gauche, il n'y a pas de DAF. Infos de mauvaise qualité. Voilà, 15 millions la boîte quand même. 15 millions. Mais le dirigeant, mais non, j'encaisse tant, j'ai tant de trésor. Il dit, mais ça suffit pas pour mettre un ticket dans une boîte. Il avait sans doute d'ailleurs raison, mais ça suffit pas pour prouver. À la fin, sur les chiffres, il n'était pas tout à fait dedans. Un certain nombre de chiffres, il était un peu à côté et les comptes sortaient le 30 juin de l'année d'après, tu vois. C'est vraiment. Bien sûr. Donc moi je trouve que c'est très dangereux quand même de piloter une boîte et encore plus un groupe sans reporting. Alors je comprends le besoin de réduire les coûs. Il y a un moment, mais à un moment, il faut être un peu sérieux, quoi. Il faut être un peu sérieux, quoi. Comme les audits. Faut être un peu sérieux à un moment. On part pas en vacances sans assurance rapatriement, quoi. Alors, on pourrait encore, je vois le temps qui file, on pourrait encore parler des heures. Très longtemps. J'ai une question très précise, très technique sur les clauses d'ajustement de BFR ou clauses d'ajustement de trésorerie. Donc, pour ceux qui ne savent pas, en gros, la valeur des titres, en gros, on va faire simple, c'est la valeur de l'entreprise moins les dettes plus la trésorerie. On va faire très simple. Comme tu l'as dit, en général, tu arrives, la valeur d'entreprise est déjà fixée dans l'offre. En revanche, le trésor... Alors, soit on parle de trésorerie à la date du deal, ce qui est une manière... d'utiliser des clauses d'ajustement de trésorerie ou de BFR sans le dire, parce que c'est un peu un gros mot. Mais sinon, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer des BFR normatifs, et puis on va regarder à la date de cession où est le BFR. S'il en manque, il faut en rajouter. S'il y en a trop, on considère que c'est traité comme de la trésorerie excédentaire. On va pas refaire tout le cours là-dessus, mais en fait... de ta pratique de terrain, est-ce que c'est des choses qu'on voit arriver, y compris sur des petites opérations, ou c'est quand même... toi, aujourd'hui, tout le temps. Les fonds, ils sont structurés sur du normatif. Donc, et puis, ils cherchent des éléments de négo. Bien sûr. Après, ça ne veut pas dire que ce sera retenu et ce sera appliqué. Mais oui, si on ne le met pas... Alors, c'est vrai que nous, à notre niveau, on a soit ça, soit on le fait de manière détournée pour pas... Parce que c'est quand même des termes très techniques. Et donc, dirigeant. Voilà, et pour un dirigeant, on va plutôt parler de trésorerie minimale à la date de l'opération, ce qui revient en fait au même. D'ailleurs, nous, on sort les BFR mensualisés qu'on met en data home pour permettre aux auditeurs de faire ce travail-là. Donc très clairement... mais parfois, c'est vrai que ça peut perdre un peu techniquement. Et donc, voilà. Mais toi, tu le vois systématiquement. Moi, je le vois systématiquement. Et après, il y a des retraitements plus ou moins compliqués. Mais de dire, en fait, il y a une saisonnalité du BFR. Il y a un pic, il y a un élément exceptionnel qui devait pas exister. Il y a des retards fournisseurs ou des retards clients. Voilà. Suite au Covid, il y en a eu des tonnes de retards de paiement, URSSAF, TNS, etc. Ou des subventions, par exemple, Covid, c'est pas des choses qui sont récurrentes. Donc, le chiffre d'affaires non plus n'était pas récurrent, mais bref. Donc, c'est des choses
qui sont faciles à comprendre en disant regardez comment ça évolue. Vous voyez bien que si on achète là, votre BFR, c'est le plus bas de l'année, donc votre trésor est la plus haute. Donc on ne peut pas vous acheter à ce moment-là. Exactement. Donc par simplicité, on fait la moyenne. Voilà, une moyenne mensuelle, par exemple, la plupart moyenne du mensuelle, temps. Oui, c'est ça. Ou qu'est-ce qu'on peut... Après, il faut enlever tous les éléments non récurrents dedans, et puis après faire une moyenne. Voilà. Non, mais je voulais pas te lancer dans le, si le on peut calcul, en parler, mais on peut en parler. longtemps. J'adorerais. mais le temps file. Mais en tout cas, tu me confirmes que toi, tu le vois quasiment systématiquement. Systématiquement, sauf sur les startups, évidemment, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Mais EBITDA normatif, dette net normative, et EBITDA to cash. Dans une optique de levée de dette, et même sans levée de dette, ils aiment bien savoir combien ça crache. On parle souvent trop d'EBITDA et pas assez de cash flow. Exactement. Et le nerf de la guerre à la fin, c'est la trésorerie. Et ça, c'est ce qu'on voit. Moi, je le vois. C'est un peu une déformation aussi qui a été amenée par les fonds d'investissement et les raccourcis sur les multiples de valorisation. Peut-être. Voilà. Oui, peut-être. Même y a sans que ce soit une critique de ma part d'ailleurs, mais en fait, tout le monde fait un peu des raccourcis. Et donc, on a un totem EBITDA, il ne faut pas oublier le cash. En fait, je pense que c'est plus simple à comprendre les EBITDA pour les dirigeants. Je me souviens très bien d'un client qu'on a accompagné comme ça, qui est Emmanuel Blanchet de Deepkey, qu'on a accompagné pendant 6 ans. Et je l'ai revécu ensuite plusieurs fois avec d'autres dirigeants. On évoque l'EBITDA en premier lieu, il comprend le chiffre d'affaires, le MRR, les charges, etc. Et puis au bout de 2-3 mois, on lui dit, il regarde, il dit, tiens, mon EBITDA, c'est bizarre, il est de temps, mais ma variation de trésor, j'ai pas le cash, qu'est-ce qui se passe ? Mais il y a une vie entre l'EBITDA et le cash. Et donc ensuite, on attaque le bilan. Ça, le BFR, oui, ok, je comprends. Donc ça veut dire que si on accélère le paiement fournisseur, les paiements clients, on a plus de cash. Oui. Et donc, si on retarde les paiements fournisseurs, plus de... oui. Ah oui, ok. Et donc, ça fait pas le tour, ça fait pas forcément le tour tout de suite. Et c'est pas... Emmanuel l'a très vite fait, parce que c'est une personne brillante, il va très vite. Mais d'autres dirigeants, c'est un peu plus... qui sont moins appliqués dans la gestion, ils peuvent mettre un peu plus de temps. Mais c'est par étapes. Ça se fait par étapes. Voilà. Ça marche. Bon, je vois le temps qui file et je pense qu'on pourrait encore parler technique beaucoup. Pour conclure, déjà, merci beaucoup quand même pour tous ces éclairages et ces retours terrain. Merci à toi. Pour conclure cet épisode, est-ce que, notamment à l'aune de notre discussion, tu as des conseils particuliers, soit pour pour des experts comptables qui veulent se lancer dans les transaction services, soit pour les repreneurs, soit pour les cédants, enfin, qu'est-ce que tu as pu voir pour toi qui fait la différence, ou un conseil Un conseil, on voit qu'il y a quand même beaucoup d'habillage de mariés ces derniers temps, notamment dans cette période où... période un peu d'incertitude. Je discutais avec un patron de fonds il n'y a pas très longtemps qui me disait je reçois des dossiers que je voyais en CapDev l'an dernier qui sont en retournement cette année. Donc, je dirais la mode, en tout cas, on risque de voir de plus en plus de dossiers qui effectivement sont en train de partir à la casse et qui pourraient être habillés pour des sessions. Donc attention, pour des repreneurs, faites-vous accompagner, c'est le moment, parce que le risque est quand même plus grand qu'avant. Et pour les entrepreneurs plus aguerris, on va dire, par exemple, on accompagne des search funds. Dont un qu'on a reçu sur Alvotalk, Relevia, Thomas Dreyfus, avec qui j'ai déjeuné il y a 15 jours. C'est la thèse de son search fund, donc des boîtes rentables avec fort potentiel de croissance, etc. Il y a aussi des entreprises en difficulté, il y a des belles entités, je pense, qu'on peut reprendre, et c'est pour ça que moi je regarde assez régulièrement Alvo, parce que je me dis, tiens, est-ce que peut-être que je changerais de métier un jour, changer d'activité, vendre du produit plutôt que du service, ou peut-être racheter
je sais pas, un cabinet, racheter une entreprise plus sur du RH, etc. Donc, c'est quelque chose qui m'intéresse. Et après, en termes de conseils pour les confrères, la meilleure formation, c'est le terrain. Et faire du TS, je ne veux pas les décourager, mais encore, voilà, c'est du terrain, ça ne s'apprend pas dans les bouquins, ça ne s'apprend pas à Sup Expertise, l'organisme de formation des experts comptables. Il faut en faire, donc qu'ils n'hésitent pas à me contacter et puis voir comment on pourrait fonctionner si demain ils avaient un dossier sur des audits. Mais vraiment, c'est de l'expérience, il n'y a pas de cours là-dessus, il n'y a pas, que ce soit des SCG ou autre, c'est de l'expérience terrain, donc il faut faire de la due deal pour... Voilà, il y a pas mal de figures de style, de jargon et de figures de style, vrai. C'est assez normé. En tout cas, quand on a affaire à des fonds d'investissement, et donc ça s'improvise pas complètement, en tout cas. Exactement. On peut le dire. Ouais. Est-ce que tu as des ressources à nous conseiller, des livres, des choses que tu écoutes, des podcasts qu'est-ce qui te nourrit dans ton activité professionnelle? Il y a un petit gars là qui monte ces derniers temps, je sais pas, tu connais peut-être Mathieu Stéphanie, je crois. Je le connais bien. C'est marrant, parce que j'écoutais juste avant de venir et je t'ai pas obligé à dire ça, je tiens à le dire à Mathieu. C'est de la seule responsabilité de Franck. Non, mais alors je l'évoque parce que je l'écoute régulièrement et j'aime beaucoup, mais il parlait des algorithmes que vous essayez de mettre en place, je crois, sur la partie audit. Et qu'il y avait des bugs sur de reconnaissance de chiffre d'affaires, etc. En fait, on essaye de déployer... on est encore au proof of concept. On essaye de déployer de l'IA pour faire de la reconnaissance automatique, notamment sur des plaquettes comptables, des liasses fiscales, pour faire du pré-remplissage d'un certain nombre de choses. Ce que tu as vu côté tenue comptable, il n'y a pas de raison que ça n'arrive pas dans d'autres métiers. Après, l'idéal, ce serait même d'avoir les connecteurs. Alors, on va finir de leur faire de la pub. Penny Lane qui directement remplit une partie de l'info mémo. Voilà. Pourquoi en tout cas, sur la partie chiffrée, autorisation du compte client, de résultats, bilan, cash flow, honnêtement... Mais tu peux le faire sans leur autorisation. Bien sûr, une API publique. Donc, par contre, il faut l'autorisation du client qui dit « Ok, j'envoie les... » Mais effectivement, c'est tout à fait possible. Et donc, oui, on travaille beaucoup dessus, notamment pour réduire le temps de production de la documentation, donc teaser, info, mémo, etc. Un peu dans la même logique que toi, dans ce que tu as fait, pour reconcentrer du temps sur de l'accompagnement, etc. Et je pense que tout le monde a y gagné. On a fait un super événement avec David Salabi de Cambon et Paul Mugino. Voilà. Je prends un café avec David dans 15 jours. Voilà, avec Paul Mugino sur l'IA et le M&A, et en fait là effectivement il y a plein de choses à faire. Il y a plein de choses. Donc du coup j'écoute Génération Do It Yourself, j'aime beaucoup, j'écoute en plusieurs fois comme il le conseille, parce qu'effectivement voilà, soit dans le train en venant à Paris, soit en allant courir à vélo, etc. Moi je lis beaucoup de bouquins sur... Alors, c'est pas le développement personnel, mais sur la méditation, l'approche, le sens de la vie, tout ça. C'est des choses que j'aime beaucoup. Et puis, je pense que on doit avoir une couche de connaissances économiques assez importante sur des missions de CFO. TS aussi, expert comptable un peu moins. Mais sur du CFO, je vois que les jeunes, ils manquent quand même de connaissances économiques générales, même... sur l'actualité, sur des connaissances un peu théoriques. Il y a le Vernimen aussi, ça c'est la Bible. Super bouquin. Super bouquin. Voilà, donc... Aussi bien finance de marché que finance d'entreprise, et ça c'est assez rare d'attaquer les deux. J'en profite pour saluer Pascal Kiry, qui dans une autre vie était actionnaire d'une société dont j'étais directeur
financier à temps partagé. Et ouais, c'est un super boulot. Ouais, c'est un super Et boulot. la newsletter est exceptionnelle. Enfin, je sais pas si tu reçois la newsletter Vernimen, mais Non. mensuelle, Je sais pas. c'est le top du top. Toujours des publications très intéressantes. D'accord. Ouais, donc il faut s'enrichir sans cesse et c'est important même en TS, c'est important parce que on la peut culture avoir coopté la économique culture ouais. économique est importante et je trouve que voilà dans les jeunes, on va dire que je croise souvent, ça reste un peu limité quoi. Alors bon, il n'y a pas besoin de connaître l'histoire de France depuis 1384, hein, on s'en fiche, mais ouais, les sujets un peu économiques, macroéconomiques, c'est quand même important. Juste la finance d'une entreprise sur un marché spécifique, c'est pas suffisant. Il faut une culture générale un peu plus large, des notions de management, des notions de soft skills, etc. Voilà, faut étendre sa culture pour être meilleur. Faut étendre sa culture, quoi. Ça marche. Voilà. Bon, Franck, un grand merci, c'était passionnant. Je pense Merci à toi. on aurait pu encore continuer. Pour ceux qui veulent en savoir plus sur le Transaction Services, faire appel à tes services, voilà, discuter avec toi, Avec c'est ce plaisir. que tu proposais à tes confrères. Avec plaisir. On peut te retrouver où ? Sur LinkedIn. Sur LinkedIn. Sur LinkedIn, Franck Lemonde, Affinity. Voilà, vous aurez mes coordonnées et puis on peut échanger assez facilement. Bon, ça marche. Merci beaucoup, Franck. Merci à toi, Thomas. Et puis, merci à vous d'avoir écouté ce nouvel Alvo Talk pour un épisode expert. Et je vous dis à très bientôt avec de nouveaux experts. À bientôt. À bientôt.